Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que il y a des jouets, des figurines avec lesquelles vous avez joué quand vous étiez plus jeune et qui vous ont marqué, dont vous retrouvez encore aujourd'hui, 40 ans après, parfois des accessoires dans des caisses ou dans des tiroirs, et qui n'ont pas pris une ride, qui ont pris peut-être un petit peu de poussière ou qui ont eu quelques accros, mais en fait les jouets étaient tellement de bonne qualité que en fait ils se sont très bien conservés et vous arrivez encore à en retrouver des traces. Ces fameux jouets, eh bien ça va être le moment nostalgie encore une fois sur la TV 42. On va parler aujourd'hui des Chevaliers de la Lueur Magique, ou plutôt les Visionaries. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis DoseGeek, vous regardez la dose de geek, et aujourd'hui on va parler jouets des années 80. Je suis sûr que ça va parler à certains d'entre vous. On a tous plus ou moins joué sur les mêmes jouets. On a joué à G.I. Joe, on a joué à... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu les jouets Star Wars, tout ça. Et les Visionaries, les Chevaliers de la Lueur Magique, ça rentre un peu dans ce genre de jouets, ce genre de figurines articulées, de bonne facture, et qui étaient si bien faites en fait, que on se retrouve avec des jouets qui arrivent à durer dans le temps, et qui étaient assez solides, assez costauds, et il y avait des personnages très variés, et on arrivait quand même à se faire à passer des bons moments, à s'amuser avec tous ces personnages. Alors, Chevaliers de la Lueur Magique, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut imaginer les chevaliers en tenue de chevalier, mais c'est des armures de chevalier, mais des armures modernes, et chacun avait sa spécialité, chacun avait son emblème, avec un concept innovant, un concept d'hologramme. Mais on va regarder ça ensemble, vous allez voir. Je suis retombé là-dessus il y a quelques jours sur internet, et tout de suite ça a fait le tilt. Je me suis dit, mais oui, j'ai joué avec ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais psy, j'ai joué avec ça, et je suis sûr que ça va vous parler. Regardez les têtes, ces personnages-là. Les Visionaries, lumière sur les Visionaries. Alors on se retrouve sur le site jouet80.com, qui est finalement un très bon site. Je viens de le découvrir, avec beaucoup d'infos. Ça fait partie de la culture geek aussi. Cette gamme produite par Hasbro a eu, à l'instar des G.I. Joe, un succès commercial modeste, limitant ainsi le nombre de jouets produits. Mais un succès limité malheureusement, parce que moi je me souviens que c'était quand même des personnages, c'était des figurines de qualité, et je me souviens avoir joué pendant de longues parties avec ces chevaliers, et on pouvait aussi faire des jeux croisés avec des figurines de Star Wars, tout ça. Ce qui est dommage, hein, que ça se soit très vite arrêté. Et ils avaient même fait une série animée dont on va voir quelques images de ces chevaliers. Malgré cela, ces figurines ont su, le temps d'une série, conquérir le cœur des enfants. Pour ces privilégiés des années 80, nul doute que les hologrammes placés sur les figurines, sur leur poitrine, là, hein, sur leur torse, sur ces écrans, et sur les véhicules, sont restés gravés à jamais. La preuve, hein, puisque j'en fais une vidéo aujourd'hui. Un peu de magie dans notre télévision. Comme à son habitude, la démarche de Hasbro pour promouvoir une gamme de jouets était de lui associer un dessin animé. C'est ainsi que l'on se retrouve sur la planète Pyranos, civilisée par des humains ayant développé une technologie très avancée. Le calme et la prospérité se voient vite mis à l'épreuve par un cataclysme endommageant toutes les sources énergétiques de la planète. La technologie et la science n'est plus, les lois changent, la hiérarchie de la société se transforme avec le temps en un système féodal, c'est le retour du temps mythique des chevaliers, mais aussi de la magie, pardon. Pardon pour ma voix.
Donc on peut voir leur emblème qui sort à travers l'hologramme qui est sur leur torse. Et c'était leur emblème, un peu comme les Chevaliers du Zodiaque. Chacun avait une spécialité, avait le pouvoir d'un animal ou d'une créature. Cette situation permet à un vieil homme prénommé Merklin. Alors j'ai du mal à lire parce que c'est petit et l'écran il est assez loin. Attendez, je vais essayer de grossir un peu le texte. Voilà. Merklin d'avoir un avantage certain puisque magicien. Ni bon ni mauvais, il veille au bon équilibre entre les forces du bien et du mal. Celle-ci voit le jour dans l'épisode pilote de la série où le vieux magicien organise un tournoi pour décerner des pouvoirs magiques aux vainqueurs. En résulte la victoire de 14 valeureux guerriers séparés naturellement en deux clans. D'un côté le bien avec les chevaliers fantômes, ou les Spectral Knights je crois, et de l'autre le mal avec les Lords des Ténèbres. C'est évidemment une bataille sans merci que ces deux opposants vont se lancer tout au long des 13 épisodes existants composant la seule et unique saison du dessin animé. Ainsi, c'est en mars de l'année 1988 que, plongés devant leur émission préférée Club Dorothée bien sûr, les enfants ont découvert pour la première fois à la télévision des Chevaliers de la Lueur Magique. À ce moment, les figurines sont déjà disponibles en magasin depuis le début d'année. Alors, je me souviens effectivement avoir vu quelques épisodes au Club Dorothée. Un concept prometteur. Donc là, on peut voir le modèle d'hologramme. Le challenge pour Hasbro était de commercialiser des figurines articulées de type G.I. Joe, tout en apportant un style et un univers propre permettant de les différencier et donc d'y apporter un intérêt pour les enfants. Le choix s'est porté tout d'abord sur une taille légèrement plus grande, c'est-à-dire de 4 pouces contre 3 pouces 3 quarts pour G.I. Joe et assimilé. C'est peut-être pour ça que les figurines étaient de si bonne qualité. Mais surtout sur l'ajout d'autocollants holographiques, et cela sur le boitage, enfin sur le blister, comme sur le jouet. Une idée que l'on peut qualifier de révolutionnaire puisque jamais réalisée jusque-là, et grâce à la collaboration entre Abrams, Gentle Entertainment Inc. et Polaroid Company, le défi est relevé. Ajoutez à ceci des références visuelles simples, les méchants sont tous moustachus ou barbus, c'est vrai, putain, j'y avais pas pensé. Incroyable. Wow. À l'instar des gentils, dont seul un personnage porte la moustache, le chef bien sûr. Enfin, les chevaliers présentent des couleurs flashy, avec des tendances bleues ou rouges. Nous sommes donc loin des uniformes kaki des figurines militaires tant connues. Revue des troupes articulées. La gamme se compose de 12 figurines, dont 8 sous blister et 4 véhicules répartis équitablement entre les deux camps. Il y a deux notions universelles qui se dégagent pour chacune des figurines. Tout d'abord, la personnalité mystique. Celle-ci définit l'animal que représente le personnage. On retrouve cette relation figurine-animal sur l'hologramme placé sur le plastron de chaque personnage. Là, on voit le lion, je crois. On retrouve, mais aussi sous forme d'artwork à l'avant des blisters. Ainsi, dans la série animée, les protagonistes peuvent à leur guise passer de la forme humaine à animale et vice-versa. Alors ils avaient aussi un totem. Ils portaient un étendard avec un totem et on retrouvait leur hologramme sur le totem. Ensuite intervient le totem magique sous forme de sceptre. Il représente le pouvoir magique qui peut être utilisé par le chevalier. C'est donc l'hologramme placé en haut du totem qui le matérialise, mais on retrouve également un artwork sur la fiche d'identité du personnage visible derrière la carte du blister ou du boitage. Cela se traduit dans le dessin animé par une phrase d'incantation unique que doit restituer le chevalier afin d'activer son pouvoir. On peut également retrouver cette phrase sur la fiche d'identité du personnage. En ce qui concerne la composition d'un blister, celui-ci intègre la figurine, son casque. Ah et oui, on pouvait enlever le casque et voir le visage. Et les armures et les casques, je trouve, étaient vachement bien designés, c'était super innovant. La différence entre blister et véhicule en boîte réside dans le fait que la figurine fournie en boîte n'a pas de totem. En effet, les capacités magiques sont directement incluses dans le véhicule, tel un totem géant.
Ceci se caractérise par des hologrammes apposés sur la carrosserie des engins, qui sont d'ailleurs en termes de taille bien plus imposantes que les autocollants d'un totem. Dans le dessin animé, cette notion est renforcée dans la mesure où une relation magique entre pilote et engin existe, et ainsi seul le conducteur officiel du véhicule est apte à démarrer et à rouler. Et tout le monde sait bien qu'au Moyen-Âge, il y avait des 4x4. On compte 4 figurines conditionnées sous blister et 2 figurines incluses avec leurs véhicules respectifs chez les chevaliers fantômes, donc le camp du bien. Les totems, les armes ainsi que le contour des plastrons sont de couleur grise. Leur blason représente une licorne qui se retrouve sur le packaging mais également sur la double impression de l'hologramme du totem. Donc on va les voir là ensemble. Donc on avait Léoric. Donc celui-là je l'avais. Donc vous voyez on retrouve le fameux casque qu'on pouvait enlever de la tête. Et on retrouve son totem qui est juste derrière lui. Et on voit qu'il y a un hologramme également collé sur le blister. Putain, je l'avais ça, je l'avais. Je suis sûr que ça doit valoir de l'argent encore aujourd'hui. Hein. Ah oui, alors j'ai vu des annonces, je crois que ça vaut entre 20 et 30 € la figurine. C'est pas la même notoriété que Star Wars, bien évidemment. Ensuite, on avait Cryotech. Alors celui-là, je ne l'avais pas. En bleu et rouge comme ça, l'armure c'était un petit peu moins. Ensuite on avait Arzon. Celui-là, pareil, j'ai jamais eu la chance de l'avoir entre les mains. Donc chacun avait son propre style. Hein. Ensuite on avait Witherquick. Donc celui-là je l'ai eu. Avec un casque très particulier. Une armure très particulière aussi. Ils étaient super bien articulés, on pouvait leur faire prendre toutes les poses, c'est génial. Franchement, c'était classe comme jouet. Comme figurine. Ensuite, on avait Ferry et le chariot de capture. Alors, je crois que les véhicules, je les ai jamais eus. J'ai jamais mis la main dessus. Et ensuite, on avait Hector et le Lancer Cycle. Ok. Donc en fait, on avait un chevalier qui était fourni avec le véhicule. Et qu'on ne pouvait pas acheter séparément. Pour avoir ce chevalier-là, tu étais obligé d'acheter la boîte du véhicule. Ensuite, on avait le camp du mal. Ah! Les lords des ténèbres. On compte 4 figurines conditionnées sous blister et 2 figurines incluses avec leurs véhicules respectifs. Les totems, les armes ainsi que le contour des plastrons sont de couleur dorée. Leur blason représente un dragon et c'est Darkstorm qui s'impose en tant que chef du clan. Un côté sombre se dégage du pouvoir de chacun, passant de la destruction à la peur. Donc on avait Sindar. Celui-là je l'avais, c'était un vieux. Cheveux gris et tout ça, mais vous verrez dans la vie que même en étant vieux, on peut aussi être dans les forces du mal. Et son armure était vachement innovante. Regardez les jambes, les pièces d'armure sur les jambes, le casque aussi. Un casque intégral sans visière, donc ça suggérait qu'il avait des capteurs à l'intérieur qui permettaient de voir à l'extérieur. Et un personnage, un super vilain chez Marvel, je crois qu'il s'appelle Penance, ou ça veut dire souffrance. Il a été inspiré, je suis sûr ils se sont inspirés de Sindar pour faire son armure. C'est tellement évident, c'est tellement similaire. Ensuite, on avait Kravex. Celui-là, je l'ai eu aussi. Alors on voit effectivement il est barbu. Alors les méchants apparemment avaient tous des casques intégral, hein. On voyait pas du tout le visage, ni les yeux. Ensuite Darkstorm, celui-là aussi je l'avais. Barbu aussi. Lexor, celui-là je l'ai pas eu. Barbu roux. Donc irlandais.
c'est marrant. Ensuite, Mordred et Serre Désert. Donc ça, effectivement, un véhicule avec l'emblème du dragon qu'on retrouve. Donc je ne l'ai jamais eu, ce chevalier. Et Ricon. Et là, on voit pas bien. On voit pas bien, mais c'est encore un truc volant. Ricon et la dague offensive. La dague mortelle. Une seconde série mise aux oubliettes. La gamme Visionaries connaît une sortie assez timide, et cela est encore plus prononcé pour la France, notamment à cause d'un mauvais timing entre la sortie des jouets en magasin et la diffusion de la série télévisée. Ainsi, à l'instar des Américains, les enfants de France ne connaissent pas particulièrement ces figurines disponibles sur les étalages à Noël 87, puisque le dessin animé ne sera diffusé que 3 mois plus tard. Et aux USA, il a commencé en septembre 87. C'est vrai que c'est très important ce timing. Si tu sors les figurines avant le dessin animé, c'est clair que tu te tires une balle dans le pied au niveau des ventes, quoi. La vente de la gamme Visionaries apportera environ 45 millions de dollars à Hasbro. C'est quand même un bon petit pactole. Un chiffre qui peut sembler important, mais qui reste finalement modeste par rapport aux gammes de jouets à succès de l'époque. De plus, les coûts de production des figurines sont importants, en particulier à cause des hologrammes, qui sont pourtant à l'origine du modeste succès de la gamme. Ajoutez à cela une baisse du marché financier, avec entre autres le fameux Black Monday d'octobre 87, vous obtenez les raisons qui ont motivé Hasbro à ne pas continuer l'aventure Visionaries, malgré que tout était prêt pour l'année suivante. La Wave 2 non sortie. Cette seconde série planifiée pour 88 devait être plus importante en termes de référence. Ainsi, ça n'est pas moins de 18 figurines et 6 véhicules, toujours répartis équitablement entre les deux clans, mais aussi un playset qui aurait dû voir le jour. Nouveauté pour les figurines, le sceptre du totem magique devait prendre la forme d'un bouclier. À noter également que seuls 2 véhicules sur les 6 proposés devaient inclure une figurine. L'ensemble des images présentées ici sont tirées de catalogues US et l'on retrouve aussi sur des sites d'enchères des modules et autres artworks de véhicules et figurines, témoins du niveau avancé de cette seconde série. Ah ouais, c'était donc... Ah ouais, on voit au niveau des armures, c'était quand même un peu plus... Il y avait encore plus de choix, il y avait des inspirés de dinosaures ou de... Ah ouais... Putain, ils étaient inventifs, hein. Et là, c'était quoi? C'était les véhicules? Ah ouais. Une seconde série largement fournie, mais le plus impressionnant réside dans la présence d'un playset reprenant la tour où le magicien Merklin siège. Nommé l'Holodrome Iron Mountain, le playset devait présenter des caractéristiques très attractives, dont un micro intégré afin de simuler la voix toute puissante du vieux magicien. Une image holographique de Merklin s'illuminait en haut de la tour, et non pas via un simple autocollant, mais à l'aide de mini-projecteurs alimentés par courant électrique. Le projet de ce playset avait déjà été à l'étude pour la série 1, c'est pourquoi l'on retrouvait déjà l'artwork de l'Iron Mountain au dos des blisters de figurines de 87. Encore une fois, vu la teneur du jouet, les coûts de production auraient sûrement été à la hauteur des possibilités offertes par le playset, un projet non commercialisable en vue des gains apportés par la gamme en 87 pour le plus grand malheur des collectionneurs. Ouais, ça leur aurait coûté trop cher à produire. Ah ouais, on pouvait rentrer dans la montagne pour se cacher. Oh putain, le truc avec projection d'hologramme, mais c'était un truc de malade. Ça aurait été tellement innovant pour l'époque. T'imagines, tu joues à ça dans ta chambre, tu éteins la lumière et tu peux voir l'hologramme et tout. Avec des effets sonores et tout. Ah, ça aurait été super bien. Et donc en fait, tu peux rentrer, t'as des trucs des trappes qui s'ouvrent dans la montagne où tu peux faire rentrer des personnages. Ah, c'était vraiment innovant, hein. Et pour conclure, j'avais redécouvert, comme nous dit l'auteur, cette gamme et lancé la collection de celle-ci il y a quelque temps, grâce à une review sur le site aujourd'hui fermé de mes confrères de
TNK. J'espère que ce dossier vous donnera les mêmes motivations, c'est tout le mal que je vous souhaite. L'intérêt d'une collection en loose est très limité, sachant que tout le charme de la gamme émane des blisters et des boîtages, celle-ci ne comportant pas trop de références. Vous ne devriez pas vous ruiner pour tout obtenir, voici néanmoins quelques estimations qui pourront vous guider dans vos recherches. Figurines sous blister, 10 à 20 € l'unité, voire 20 à 35 € pour Sindar. Putain. Quand je pense que j'avais une ou deux figurines encore, je sais plus où elles sont passées, elles ont dû partir à la poubelle. Mais bon, elles étaient plus sous blister. Mais elles étaient encore en bon état, c'est-à-dire les personnages avaient encore leurs deux jambes, leurs deux bras, leur tête, mais je crois que j'avais plus les casques. J'avais encore le sceptre avec l'emblème, le totem. Le Lancer Cycle 20 à 30 €, la serre des airs 20 à 30 € et la dague offensive 60 à 120 €. Waouh! Ok. Excellent ce dossier, c'est toujours dur à admettre que cette gamme n'est vraiment intéressante qu'en blister, la carte étant plus jolie que le jouet. J'aime beaucoup cette gamme, même si je n'ai pour le moment que du loose. Elle me rappelle toujours un penchant humain des Dragonautes avec leur hologramme. Les couleurs des blisters sont sublimes et il semble qu'on retrouve cette ambiance dans le dessin animé d'après les photos que tu as postées. Je n'ai pas de souvenir du dessin animé pour ma part, merci pour ce dossier riche. Ben merci, moi aussi, je remercie moi aussi l'auteur pour cet article parce que ça m'a permis de revenir sur l'historique, sur cette série que j'aimais bien regarder étant plus jeune, étant enfant, et notamment que j'appréciais jouer avec ces figurines. Et donc j'avais retrouvé, voilà, un de ces jouets sur un site. Donc c'est Arzone. Alors il est à combien lui ? Je sais pas si le site va marcher. On est chez Fulguropop. Non, j'ai pas le prix là. Là on voit le dos du blister. C'était très riche. Hein. Il y avait un travail créatif, un travail graphique. Franchement, c'était vraiment très qualitatif quoi. Il y avait une volonté de créer un univers cohérent. C'était vraiment scénarisé quoi. Donc maintenant on va regarder un petit aperçu de la série animée puisque il y a Visionaries Volume 1 qui est sur une chaîne YouTube. Donc on va essayer de passer quelques extraits. Vous avez une mise en situation de ces personnes. Mais c'est génial! Mais franchement, les gars, on va essayer de finir sur une image. Alors, voilà. Non, il n'y a pas une autre image où on voit un chevalier là. Bon, on les voit là. Mais les gars, est-ce que non, on verra plus jamais ça à la télé. Mais il faut qu'on arrive à retrouver. Il faut que j'arrive à retrouver la version doublée en français, ce serait génial. Bon, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous avez, vous aussi, eu accès à ces jouets étant plus jeune? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu quelques épisodes de cette série au Club Dorothée? J'aimerais bien savoir si ça fait partie de vos souvenirs, si ça fait partie de votre enfance. J'aimerais savoir. Et bien évidemment, si vous avez aimé ce contenu, ben voilà, comme je vous l'ai dit, likez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, encore une fois, à rejoindre la communauté de la TV42. Et puis j'essaierai de continuer de faire d'autres vidéos comme ça sur des sujets aussi nostalgiques. C'est toujours très coloré, ça fait plaisir de se replonger là-dedans dans ces univers qui étaient très riches, très qualitatif, encore une fois, très inventif, ce qu'on a tendance justement à perdre un peu aujourd'hui de plus en plus. Et j'espère qu'on saura revenir vers ces références, vers ces valeurs très prochainement, bientôt. Mais on le voit, on l'a vu récemment avec des fans qui ont essayé de faire une suite à la série des Chevaliers du Zodiaque. Donc on voit qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour des séries comme Goldorak, même si je suis un petit peu partagé sur
la nouvelle charte graphique, mais c'est pas grave. On sent qu'il y a une volonté, il y a une envie de revenir à ces valeurs, ces bonnes vieilles valeurs, ces choses qui ont marqué notre enfance et qui nous ont aidés à nous construire. Et que justement, la société d'aujourd'hui, elle essaye de déconstruire. Mais du coup, on va batailler, on va faire en sorte que ces valeurs ne tombent pas dans l'oubli, que ces pépites de la culture geek ne tombent pas dans l'oubli, ces pépites de notre patrimoine culturel restent toujours d'actualité. Et puis, c'est les sujets... Encore une fois, on retrouve les sujets nobles, hein, les questions, le thème de la chevalerie, les questions autour de la technologie, tout ça, la lutte fratricide, le camp du bien contre le camp du mal, cette volonté récurrente de vouloir conquérir la planète. Bon, allez, je n'en rajoute pas plus, je vous souhaite... une bonne soirée, portez-vous bien, je vous envoie de gros bisous, c'était Dose Geek sur la TV42, on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de geek, laissez parler le geek qui est en vous, à très bientôt, bye bye.